Ils ont tiré le rideau. Macy's, Starbucks, Gap, Nordstrom. Autant de noms qui, autrefois, faisaient battre le cœur des rues touristiques américaines et qui aujourd'hui ne sont plus que des souvenirs. À leur place, des vitrines vides, des panneaux de bois posés par la police et un silence glacial. Et ce n'est pas dans une petite ville reculée que ça se passe. Non, on parle de Times Square, de San Francisco, de Chicago, de Las Vegas, ces lieux qui représentaient la vitrine dorée du tourisme aux États-Unis. Les visiteurs sont bel et bien revenus. Les caméras filment des trottoirs bondés, l'animation est là. Mais les grandes enseignes, elles, ont plié bagages. Paradoxalement, cette fuite massive n'a pas eu lieu pendant la crise économique. Non, elle est arrivée pile au moment où l'on croyait que la reprise allait s'installer. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ces quartiers, jadis considérés comme de véritables mines d'or, sont-ils abandonnés? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour vous, même si vous n'avez jamais mis les pieds là-bas? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 7 causes et impacts cachés derrière cette vague de fermeture. Et vous verrez que ce n'est pas seulement l'histoire de quelques rues touristiques, mais bien un aperçu de l'avenir de nos propres communautés. Commençons par le premier constat, celui que tout le monde peut ressentir. Si vous êtes déjà passé par Las Vegas pour acheter une chemise d'été chez Gap, ou que vous vous êtes arrêté dans un Starbucks pour souffler un peu après une longue journée de visite, vous connaissez ce petit pincement au cœur, celui de se retourner et de découvrir une vitrine vide, avec un panneau « à louer » qui pend tristement. Mais derrière chaque fermeture, il n'y a pas seulement un logo qui disparaît, il y a toute une chaîne d'emplois qui se brise. Prenons un exemple. Un Starbucks sur Waikiki Beach accueillait chaque jour des centaines de clients. Il a fermé lorsque le loyer a dépassé les $20 000 par mois. À San Francisco, un magasin Gap historique de Union Square a mis la clé sous la porte après une hausse de loyer de près de 40% par rapport à l'avant-pandémie. Quand le coût du local dépasse un 1/5 du chiffre d'affaires, chaque café ou chaque t-shirt vendu ne suffit plus à couvrir les frais. On peut comparer un commerce à un bateau. Les loyers, les taxes, les assurances, ce sont des vagues qui frappent en continu. Et plus elles montent haut, plus il devient difficile de rester à flot, même avec beaucoup de clients à bord. Au final, les patrons choisissent souvent de sauver leur trésorerie plutôt que de couler avec leur boutique. Je me souviens d'avoir parlé avec une responsable d'un Macy's, à Miami, qui travaillait depuis plus de 20 ans. Le jour de la fermeture, elle est sortie avec un carton de ses affaires personnelles, un sourire triste, et m'a dit « Ce n'est pas qu'on manque de clients. C'est qu'on ne peut plus payer pour rester ici. » Le paradoxe, c'est que ces quartiers sont encore remplis de touristes, mais ils dépensent moins, restent moins longtemps, et les recettes n'arrivent plus à suivre. Les marges se réduisent jusqu'à disparaître. Et quand les emplois directs s'en vont, ils entraînent avec eux les agents d'entretien, les vigiles, les livreurs, et même les petits restaurants qui les servaient. L'effet domino est bien plus rapide qu'on ne l'imagine. Alors, si vous étiez propriétaire d'un Starbucks, d'un Gap ou d'un Macy's dans une zone touristique, vous resteriez par fidélité à vos clients, ou vous partiriez pour préserver vos finances? J'aimerais vraiment connaître votre avis dans les commentaires. Mais la fermeture des premières boutiques ne laisse pas simplement quelques vitrines vides. C'est toute une partie du temps que les visiteurs passaient dans ces rues qui disparaît. Avant, on pouvait passer des heures à siroter un café, essayer une paire de chaussures chez Nike, jeter un œil aux nouveautés chez Sephora, ou s'offrir une gaufre chaude chez Cinnabon. Quand ces haltes disparaissent, c'est comme si la rue perdait son souffle. Autrefois, un samedi après-midi ici, c'était un mélange de musique sortant des bars, d'appels des vendeurs, et de parfums de cuisine flottant dans l'air. Aujourd'hui, le bruit le plus fort, c'est parfois juste l'écho de ses propres pas. Le problème ne vient pas seulement du nombre de visiteurs. C'est aussi leur comportement qui a changé. Beaucoup se contentent de « shaker », l'endroit, de prendre quelques photos, puis repartent. Ils savent qu'ils pourront acheter ce qu'ils veulent en ligne une fois rentrés chez eux. Les boutiques deviennent alors des salles d'essayage gratuites, mais pas des caisses enregistreuses. Pendant ce temps, les loyers, la sécurité et l'entretien coûtent toujours plus cher. Les magasins réduisent donc les services, les stocks, et rendent l'expérience moins attractive. Les circuits touristiques, eux, enchaînent les visites au pas de course, laissant peu de temps aux voyageurs pour flâner et dépenser. Pour les visiteurs plus âgés, d'autres obstacles s'ajoutent. Un éclairage insuffisant, des parkings éloignés, ou le manque de toilettes publiques suffisent à les dissuader de rester. Et lorsque des piliers, comme l'Apple Store ou Macy's disparaissent, ce sont aussi les points de rendez-vous émotionnels qui s'effacent, et avec eux, l'envie de revenir. Le plus inquiétant, c'est que cette tendance ne semble pas prête à s'inverser. Moins il y a de visiteurs qui s'attardent, plus cafés, boutiques et théâtres ferment, et plus la rue perd son attrait. Au bout d'un moment, touristes et habitants finissent par éviter complètement le quartier. Je repense à un couple de Chicago que j'ai rencontré à San Francisco. Ils m'ont confié. On est allé prendre des photos du Golden Gate Bridge, on a déjeuné,
et on est rentré à l'hôtel. Il n'y a plus autant à voir qu'avant. Il ne se rendait pas compte que ce choix, multiplié par des milliers d'autres visiteurs, était en train d'asphyxier la vitalité du quartier. Si cette spirale continue, dans 6 à 12 mois, on verra des locaux vides à perte de vue et des lampadaires éteints plus tôt que d'habitude. Après 1 ou 2 ans, les mêmes panneaux, à louer, changeront de main sans que rien n'ouvre. Et d'ici 3 à 5 ans, la rue perdra peu à peu sa diversité, jusqu'à devenir méconnaissable. Peu à peu, les événements de quartier s'espacent. Certains endroits finissent même par apparaître en rouge sur les cartes de circulation nocturne, comme des zones à éviter. Les recettes fiscales diminuent, et avec elles la capacité des municipalités à investir dans l'éclairage, le nettoyage ou l'aménagement des rues. Et à partir de là, les chances de redonner vie au quartier se réduisent. Vous est-il déjà arrivé de retourner dans un lieu qui brillait autrefois, pour découvrir qu'il n'y a plus aucune raison d'y rester? Parfois, il suffit pourtant d'un petit concert, d'un marché nocturne, ou simplement d'un éclairage chaleureux et de bancs propres pour qu'on prolonge sa promenade d'une demi-heure. Partagez vos expériences dans les commentaires. Elles pourraient bien inspirer la renaissance d'un de nos propres quartiers. Car lorsque la rue se vide, les lumières s'éteignent plus tôt, et le vide ne reste jamais vide bien longtemps. La vraie question, c'est, qui va le remplir? C'est là qu'apparaît une inquiétude dont les habitants des grandes villes parlent souvent à voix basse. Quand une boutique ferme, est-ce qu'elle ne laisse pas un terrain plus facile aux criminels? Les grandes enseignes ne sont pas que des lieux de consommation. Elles jouent aussi un rôle discret mais essentiel dans la sécurité d'un quartier. Il y a les vigiles, les caméras de surveillance, les vitrines éclairées toute la nuit. Tout ça crée une présence rassurante. Quand un Walgreens ou un CVS ferme à San Francisco, on ne perd pas seulement un point de vente de médicaments. C'est tout un coin de rue qui perd sa lumière et son effet dissuasif. Et c'est ainsi que naissent, au sens propre comme au figuré, des zones d'ombre. La présence de ces grands magasins agissait comme un bouclier invisible. La journée, le flux constant de clients décourage les comportements suspects. La nuit, l'éclairage, les caméras et les rondes de sécurité maintiennent l'endroit vivant et sûr. Mais lorsque le commerce ferme, tout ça disparaît. Les lumières s'éteignent, les caméras sont retirées, la sécurité s'en va, et le passage de piétons chute brutalement. C'est un peu comme retirer une grosse brique d'un mur. Toute la structure autour devient fragile. D'après les données de la police de San Francisco, certains quartiers ont vu les vols et les dégradations augmenter de plus de 20% en seulement 6 mois après le départ de plusieurs grandes enseignes. Dit comme ça paraît abstrait. Mais imaginez, l'endroit où vous aimiez vous balader le soir devient soudain un lieu où vous hésitez à traîner. J'ai discuté un jour avec un habitant d'un quartier de Chicago, tout près d'un centre commercial. Depuis la fermeture du Target local, il m'a expliqué que la rue est devenue vide dès la tombée de la nuit. Plus de clients, plus d'employés, plus de vigiles. Et désormais, chaque fois qu'il fait sombre, il préfère prendre sa voiture et aller faire ses courses ailleurs. Marcher dans le coin ne lui traverse même plus l'esprit. Le paradoxe, c'est que l'augmentation de la criminalité décourage encore plus les nouvelles entreprises à s'installer. Les habitants, eux, désertent encore davantage. Et la spirale continue. Moins de commerce, moins de sécurité, et donc plus de commerces qui s'en vont. Et ce n'est pas l'histoire isolée d'une seule ville. De San Francisco à Chicago, en passant par New York, chaque fois que les chaînes quittent les zones touristiques, elles laissent derrière elles un vide de pouvoir, que des activités bien moins souhaitables comblent parfois en quelques semaines. Alors, faut-il que les autorités mettent en place des politiques pour retenir ces grandes enseignes, allègements fiscaux, soutien à la sécurité? Ou bien est-ce à la communauté de trouver des moyens de rallumer les coins de rue plongés dans le noir? Je serais curieux d'avoir votre avis. Et lorsque la criminalité s'installe, une autre conséquence économique arrive presque aussitôt, l'effondrement de l'immobilier. Oui, car la montée de l'insécurité ne touche pas seulement le sentiment de sécurité, elle fait aussi chuter la valeur du quartier. Et cette baisse peut être fulgurante. En seulement 3 ans, certains hauts lieux touristiques américains ont vu la valeur de leurs biens commerciaux fondre de 15 à 30%. À Chicago, un pâté de maison qui se louait autrefois $50 le pied carré n'en vaut plus que 35. À San Francisco, un bâtiment en rez-de-chaussée sur Union Square, estimé à 25 millions de dollars, a dû être vendu avec une perte de près de 6 millions, simplement parce qu'aucun locataire stable ne voulait s'y installer. L'immobilier commercial, c'est un peu le thermomètre de la santé d'un quartier. Quand la fréquentation baisse, que les commerces ferment et que les médias commencent à parler d'insécurité, une image de « zone à risque » s'installe très vite. Les investisseurs retirent leur argent, les candidats locataires se font rares, et la valeur chute, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que la confiance s'effrite. Le plus alarmant, c'est que cette perte de valeur enclenche une spirale inverse d'investissement. Les propriétaires ne veulent plus dépenser pour rénover ou moderniser. Résultat, le quartier se dégrade encore plus, et les prix continuent de tomber.
Un agent immobilier de Las Vegas racontait récemment qu'un bâtiment autrefois animé, abritant des boutiques de mode et des restaurants haut de gamme, est aujourd'hui désert depuis plus d'1 an. Les gens s'y intéressent encore, expliquait-il, mais dès qu'ils lisent les articles sur le quartier ou qu'ils voient le panneau de la police planté devant, ils reculent. Résultat, le prix affiché a été divisé par 3. Et comme il le dit lui-même, la confiance, une fois perdue, est difficile à reconquérir. Et cette situation ne concerne pas que les grands complexes. Les prix des logements à proximité des zones touristiques ont eux aussi été tirés vers le bas. Dès qu'un quartier est perçu comme en déclin, les acheteurs négocient agressivement ou se détournent complètement. Certains propriétaires préfèrent vendre en urgence, craignant de voir la valeur chuter encore plus. Et ainsi, c'est tout un secteur qui s'enfonce dans une spirale négative. À votre avis, si un quartier perd 20 à 30% de sa valeur en seulement 3 ans, qu'est-ce qui est le plus difficile à reconstruire? L'économie? La sécurité? Ou bien la confiance des habitants? Partagez vos idées, elles comptent. Car quand les prix de l'immobilier s'effondrent, un autre acteur gagne du terrain, sans bruit, le commerce en ligne. En 5 ans à peine, le chiffre d'affaires du e-commerce aux États-Unis a bondi de plus de 70%. Et même les plus de 50 ans, longtemps fidèles aux achats en magasin, ont augmenté leurs commandes sur Internet de plus de 40% depuis la pandémie. Aujourd'hui, en un clic, vous pouvez commander des baskets Nike, une palette de maquillage Sephora ou un paquet de café Starbucks, et recevoir tout ça directement chez vous. Ce qui n'était au départ qu'une solution sécurité, pendant les confinements est devenu la norme, grâce à la praticité. Plus besoin de chercher une place de parking, d'attendre en caisse ou de se battre avec la météo. Les plateformes optimisent en permanence leurs services. Livraison en 1 ou 2 jours, parfois même dans l'après-midi selon la ville. Pour les commerçants, le calcul est vite fait. Moins de frais de location, moins de risques de vol, et un marché qui dépasse les frontières locales. Mais pour les quartiers touristiques, c'est comme si on siphonnait leur énergie à distance. Une New-Yorkaise de 58 ans me confiait. Avant, quand des amis venaient d'un autre état, on passait la journée entière à flâner chez Macy's ou Bloomingdale's. Maintenant, je leur envoie juste un lien Amazon et je leur dis de choisir. Elle admet que c'est pratique, mais aussi qu'elle regrette cette sensation unique. Toucher un vêtement, l'essayer sur place, puis s'offrir un bon déjeuner entre amis. Le problème, c'est que lorsqu'un habitué bascule vers l'achat en ligne, il déserte non seulement la boutique de la rue commerçante, mais aussi la ville comme destination shopping. Et avec ça, c'est tout un PAN du tourisme qui s'évapore. Moins de visiteurs dans les magasins, c'est aussi moins de clients pour les restaurants, hôtels et autres services locaux. On assiste à un transfert silencieux. La vitrine physique laisse place à la vitrine numérique. Et une fois cette transition installée, ramener les gens dans la rue est bien plus compliqué que de les retenir au départ. Demandez-vous, quand avez-vous passé pour la dernière fois une journée entière à faire les magasins en ville? Qu'est-ce qui vous pousse encore à marcher sur un trottoir plutôt qu'à scroller sur votre téléphone? Car lorsque le shopping disparaît des programmes de voyage, tout le reste perd aussi de sa saveur. Avant, voyager, ce n'était pas seulement visiter, c'était aussi flâner dans une rue inconnue, pousser la porte d'un Apple Store lumineux pour tester le dernier iPhone, découvrir la collection d'hiver chez Macy's, ou tomber par hasard sur un petit cadeau artisanal dans une boutique de quartier. Aujourd'hui, cette partie de l'expérience est raccourcie, parfois même supprimée. Et à mesure que les enseignes ferment, les visiteurs n'ont plus de raison de rester après quelques photos souvenirs. Ils mangent rapidement, prennent quelques clichés, et rentrent à l'hôtel. Peu à peu, les voyages ressemblent plus à une simple liste de choses à cocher qu'à une véritable aventure à vivre. Bien sûr, le commerce joue un rôle important dans ce changement par sa commodité, mais il y a aussi une raison plus subtile. Les points d'ancrage émotionnels disparaissent. Autrefois, des enseignes familières comme Sephora, Gap ou Starbucks étaient des haltes rassurantes. On y trouvait des lieux lumineux, un personnel accueillant et ce petit sentiment d'appartenir à un endroit. Quand ces repères s'effacent, les quartiers touristiques deviennent presque étrangers aux visiteurs. Je repense à un voyage à Boston, il y a plus de 10 ans. Après la visite du Vieux-Port, j'avais passé l'après-midi à flâner dans le Quincy Market, à essayer des vêtements, à écouter de la musique live, à discuter avec les vendeurs. La dernière fois que j'y suis retourné, beaucoup de boutiques avaient baissé le rideau. L'ambiance était toujours là, mais le contenu avait disparu, et j'ai eu moins envie de rester. Quand l'expérience se vide de sa substance, ce n'est pas juste le chiffre d'affaires qui souffre. Les visiteurs restent moins longtemps, dépensent moins et gardent un souvenir plus flou de l'endroit. Avec le temps, certaines villes disparaissent peu à peu de la liste des destinations où l'on veut revenir, remplacées par d'autres qui savent retenir les gens plus longtemps. Et ça dépasse largement la sphère commerciale. C'est la mémoire collective qui s'effrite. On entre dans une époque où le voyage se résume souvent à quelques photos ou vidéos, mais où l'on perd les saveurs, les sons, et ces instants imprévus qui faisaient le charme du déplacement. Alors, et vous? Quand avez-vous vraiment pris le temps de rester dans un quartier touristique après avoir pris vos photos? Qu'est-ce qui vous inciterait à flâner plutôt qu'à rentrer aussitôt?
Et quand l'expérience se réduit ainsi, c'est inévitable. L'impact se répercute sur un acteur clé, les collectivités locales. Car quand les touristes partent plus tôt et que les vitrines se vident, ce ne sont pas seulement les commerçants qui trinquent, les finances de la ville aussi. Dans de nombreuses destinations phares, les taxes issues du commerce et de l'immobilier représentent entre 15% et 25% du budget local. Quand un Apple Store, un Macy's ou toute une rangée de boutiques disparaît, ce n'est pas seulement la taxe sur les ventes qui s'évapore, c'est aussi la valeur immobilière qui chute, et donc la taxe foncière qui s'amenuise. Imaginez le budget d'une ville comme un grand réservoir d'eau. Les impôts commerciaux et fonciers, ce sont les pompes qui le remplissent. Quand elles ralentissent, le niveau baisse à vue d'œil. Résultat, on coupe dans les services essentiels comme l'entretien des routes, l'éclairage ou le nettoyage public, tout ce qui rend une rue sûre et accueillante pour les visiteurs. C'est un cercle vicieux. Moins de recettes, moins de services, moins de services, moins de visiteurs, encore moins de recettes. Un exemple. Dans une ville côtière californienne, la mairie finançait autrefois un festival d'été qui attirait les foules. Mais après le départ de plusieurs grandes chaînes, les recettes fiscales ont chuté de plus de 8 millions de dollars en 2 ans, obligeant à annuler l'événement. Aujourd'hui, ce quartier autrefois animé l'été est désert, et les rares commerces restent en peine à tenir. Si rien n'est fait, l'effet boule de neige dépassera largement les zones touristiques. Il touchera aussi les parcs, les bibliothèques, la sécurité de proximité, et le coût pour tout reconstruire dépassera largement celui qu'il aurait fallu pour maintenir ces services. Alors, selon vous, quelle devrait être la priorité ? Offrir des allègements fiscaux aux commerçants ? Investir dans la sécurité ? Ou repenser complètement l'aménagement des rues ? Car il faut le rappeler, quand une boutique ferme, ce n'est pas juste un commerce qui disparaît. C'est aussi un fragment de mémoire collective, une partie du budget municipal et un morceau de la vie locale qui s'éteint. Ce phénomène n'est pas propre à San Francisco, Chicago ou New York. Il raconte comment une communauté se transforme quand ses ancrages économiques et émotionnels s'effondrent. La question reste, allons-nous rester spectateurs ou trouver le moyen de rallumer ces coins de rue qui s'assombrissent ? Et si ce récit vous a donné un autre angle de vue ou vous a fait réfléchir, pensez à soutenir ce contenu. Mettez un petit j'aime, partagez-le avec votre entourage, et pourquoi pas, suivez la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les mutations économiques et sociales que nous vivons. Tout ce que vous venez d'entendre est basé sur des données publiques, des articles de presse et mon analyse personnelle. Le but, informer, susciter la réflexion et le débat. Ce n'est ni un conseil financier, ni un avis politique.